Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans un environnement un petit peu différent. Je vous l'enregistre quelques jours en amont et je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi vous allez comprendre. Et aujourd'hui, je vous propose donc une vidéo un peu différente dans laquelle on va parler d'intelligence artificielle, de résistance au changement, de la peur de rater le train en bourse sur les technologies, quelque chose qui avait peut-être été ressenti parfois par certains. On est tous humains, c'est OK. On va aussi parler d'histoire, d'analogie dans le passé pour essayer de comprendre ce qui pourrait se passer plus tard. Une vidéo assez complète que je préparais depuis longtemps, j'ai mes notes sur l'ordinateur. Et je voulais commencer cette vidéo en disant que, en fait, le FOMO sur l'IA, cette peur de rater le train, je la ressens aussi, et pas qu'un peu. Et j'ai envie de prendre le train en marche, et je le prends en marche, on va en reparler plus tard, j'ai beaucoup d'expositions à ce secteur. Et pour moi, ça va changer tellement de choses. Ça fait déjà bouger des pans entiers de l'économie, du monde, et je vais être investi dessus. D'où cette vidéo pour en parler un petit peu plus en profondeur. Et je la fais en fait dans ce cadre parce que je la posterai certainement quand je serai dans les avions, et vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous parler du coup, vous en doutez, d'Internet dans l'espace, etc. Le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est, vous savez, quand je vois de la résistance au changement dans des secteurs précis, j'aime ça. Car je me dis que je suis peut-être pas si en retard que ça. On va commencer avec un exemple de cette résistance au changement. Déjà, quand on y fait face, c'est bien souvent parce qu'on est en face d'une nouvelle technologie qui est au moins à un ordre de magnitude au-delà de l'ancienne technologie. C'est le livre Zero to One pour référence, pour ceux qui le connaîtraient. Et en fait, je parle ici de technologie où l'adoption est inévitable. Et le changement va arriver, mais si vous prenez la courbe, vous regarderez en haut à gauche ce qu'il y a, ben c'est le déni. Et on le retrouve dans toute sa splendeur, dans beaucoup de secteurs en ce moment, où quand une technologie est un ordre de magnitude, donc au moins 10 fois meilleure, et qu'elle va être adoptée, et ben très souvent ça commence par le déni. Et quand je vois ce genre de choses sur le terrain, autour de moi, je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Un exemple, on va faire plein d'exemples dans cette vidéo. L'analogie dont je voulais vous parler, c'est par exemple en 2023, je parlais autour de moi lors de conversations, ça m'est arrivé 2 fois, je me souviens de 2 moments très précis, où je disais: «La conduite autonome, ça va arriver». Waymo le faisait déjà. Heu, Tesla y travaillait. En Chine aussi, des entreprises comme BYD, Xpeng et cetera, y travaillent. Et c'était le déni total. J'étais face à 5-6 personnes, 2 fois, qui me disaient: «Non, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais, c'est dans 30 ans, c'est des science-fiction». Et moi, je voyais une grosse dichotomie, je crois qu'on peut dire ça, parce que je me disais: «Mais attends, c'est en train d'avoir lieu en ce moment là, à San Francisco. C'est dans les rues et ils vont en mettre à Phoenix, à Austin». Et j'étais là, mais il y avait un énorme déni. Et ça m'a mis la petite puce à l'oreille. Et à ce moment-là, en 2023, j'ai acheté beaucoup de Google qui possèdent Waymo et beaucoup de Tesla. Rappelez-vous de juin 2024. Et ce schéma, on le retrouve très souvent. Par exemple, pensez à Kodak, qui a ignoré les appareils photo numériques contre le film. Pensez à Blockbuster, qui a complètement ignoré Netflix. Blockbuster, c'était les loueurs de DVD où on allait les chercher pour le week-end. Pour ceux qui ont mon âge, vous vous en rappellerez certainement. Et ben, je vois un petit peu ce même déni aujourd'hui dans l'IA. Les entreprises qui dominent sous-estiment souvent les disrupteurs. Et je vous évite l'histoire des marchands de chevaux dans les grandes villes il y a un peu plus de 100 ans et le déni énorme qu'on avait autour des voitures thermiques. Et peut-être que ce déni est en train de se répéter à nouveau, mais cette fois chez les fabricants de voitures thermiques. Et si je vous dis ça, c'est parce que un des secteurs pour moi qui va être chamboulé, par exemple, c'est les industries. De façon générale, hein, avec la robotique, avec l'intelligence artificielle qui est mise dans les usines, pensez aussi au transport, au mode de transport. On a aussi d'autres gros débats en ce moment, par exemple, sur toutes les entreprises du logiciel. On en parlait l'autre jour dans le school, pensez à Salesforce, le ticker CRM, à Adobe, à Dassault Systèmes. J'avais fait une vidéo dessus que j'avais trouvé assez pertinente, où je parlais justement de ce qu'il fallait mettre en place pour ne pas rater le train. Et pour moi, c'est pas est-ce qu'il va avoir du changement, c'est qui va prendre le changement. C'est pas est-ce que, c'est qui et quand. Exemple concret, il y a 2 ans, je m'étais payé une journée. C'était le début de la génération d'images par IA. Ça marchait pas super bien, il fallait pas trop mettre de texte, le texte, c'était pas parfait. L'autre jour, j'ai utilisé Nano Banana de chez Google, donc via Gemini, vous pouvez l'utiliser. C'est hallucinant en 2 ans le progrès.
Ça m'a fait une photo que j'ai pu utiliser en miniature qui m'aurait pris, voilà, moi j'aurais été incapable de la faire et j'imagine qu'un graphiste, ça lui aurait pris peut-être une journée ou 2 et il y avait une erreur dans le texte. Il m'a changé le texte, il m'a changé que ce que je lui ai dit. J'avais l'impression de parler à un graphiste. La conduite autonome, on me disait: «Oui, alors ça marche aux États-Unis, mais les routes en Europe, c'est pas pareil». Je vous avais vu l'autre jour passer une vidéo, sur le test du FSD en France, il y avait la peur des ronds-points et la personne dit: «Bon ben, ça fonctionne». Et je me rappelle très, 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 très bien cette conversation. Je vous raconte plein d'histoires dans cette vidéo, c'est l'objectif, je suis en caméra donc voilà, j'ai pas d'écran à vous montrer, je vous raconte des histoires. Et moi je me rappelle, je me disais tout le temps, mais je sais pas, un Chinois, un Américain, n'importe quelle nationalité, s'il sait conduire dans son pays et qu'on le met en Europe, le premier jour, il va un peu galérer, le deuxième, il va s'y habituer et puis voilà, au bout de 3-4 jours, il va y arriver. Même moi, j'avais passé pas mal de mois en Angleterre quand j'étais plus jeune, bah, j'ai appris à conduire de l'autre côté, de la route, en fait. En tant qu'humain, j'en ai été capable. Maintenant, si, avec mon cerveau biologique, j'ai réussi à faire ça, pourquoi est-ce qu'un cerveau électrique, donc les, fameux réseaux de neurones, qu'ils utilisent pour toutes ces technologies, et qui d'ailleurs sont en train d'être adoptés par d'autres constructeurs maintenant, la seule chose que je me disais, c'est si j'en suis capable d'apprendre à conduire quand je suis petit, puis je grandis, puis au début je galère et puis après j'y arrive, pourquoi un cerveau électrique n'y arriverait pas? Pour moi, c'est pas une question de est-ce que, c'est une question de qui et de quand. Et je peux continuer, hein. Par exemple, vous prenez les large language models, donc ChatGPT, Grok, Gemini, Claude, etc. Ils hallucinent encore un petit peu, ils sont pas parfaits, ils font plein de petites erreurs. Pour l'instant, c'est plus des super compagnons, des super professeurs qui nous accompagnent au quotidien, qui démultiplient notre capacité à travailler. Mais enfin, j'ai envie de vous dire, vous avez vu le progrès là en 3 ans? C'est marrant parce que ChatGPT est apparu en novembre-décembre 2022, je m'en rappelle très très bien, puisqu'il y a eu tout le narratif autour de Google et qu'ils allaient mourir. Vous irez voir où est Google maintenant, on est sur un bon petit x3. Et bah, en fait, le progrès, il est assez rapide et je la vois partout cette résistance au changement. Dans mon métier, tout à l'heure, je vous parlais de Dassault Systèmes, j'ai utilisé des logiciels de conception, mécanique, pareil, tout ce qui est conception, de cartes électroniques, pour les ingénieurs hardware et cetera. Pour moi, c'est pas une question de est-ce qu'un jour, ces logiciels que fait Dassault Systèmes vont intégrer de l'IA et faire une grosse partie du travail, surtout la partie très rébarbative à notre place et on sera juste là peut-être pour ajuster à la fin. Pour moi, c'est pas une question de est-ce que ça fera un jour, c'est qui va faire ça le premier et quand. J'ai aucun doute. Je veux dire, si mon cerveau a été capable d'apprendre de l'ingénierie, je vois pas pourquoi une IA ne pourrait pas apprendre de l'ingénierie. Et je sais que c'est dur à processer peut-être et c'est surtout bah, la résistance au changement. Même moi, le déni, je me dis, mais comment je pourrais être remplacé en tant qu'ingénieur? Mais en fait, si je pense en principe premier, je vois pas pourquoi ce serait pas le cas. Et je suis le premier à ne pas avoir envie de ça et à le dénier. Bon, actuellement, je fais pas de l'ingénierie, mais j'en ai fait pendant 9 ans de carrière, donc c'est pas non plus négligeable. Et un autre exemple, pourquoi je fais cette vidéo en avance? Je viens de vous poster cette vidéo à 10 000 mètres d'altitude au-dessus de l'océan Indien. Si vous voyez pas ce passage, bon, bah, c'est que ça va pas marcher et du coup, je l'ai coupé au montage. Mais si vous voyez ce passage, c'est que les fusées réutilisables, eh ben, elles ont fonctionné. Parce que s'ils ont pu envoyer aussi de satellites aussi vite et si une entreprise a pris plus de 90% du marché de l'envoi dans l'espace, j'adore cette petite phrase, on leur avait pas dit que c'était impossible, du coup ils l'ont fait. Elle m'amuse beaucoup cette petite phrase. Et toutes ces entreprises qui envoient des fusées dans l'espace aussi, j'espère qu'elles ne sont pas dans le déni et qu'elles vont très très vite faire des lanceurs de fusées qui peuvent ratterrir. Blue Origin a fait ratterrir le New Glenn, la nouvelle fusée, l'entreprise de Jeff Bezos. Et il y a d'autres entreprises qui y travaillent. Ce n'est pas une question de est-ce que, c'est qui et quand. Et là, vous êtes sur des ordres de magnitude. C'est la fameuse analogie où ça coûterait cher de prendre un avion si à chaque fois qu'il atterrissait, on le jetait à la poubelle. Bah, c'est la même chose avec les fusées. Et c'est pas 10 fois mieux. Je ne connais pas le multiplicateur, mais c'est beaucoup plus que 10 fois mieux une fusée qui atterrit et qu'on peut renvoyer et envoyer des fusées pratiquement tous les jours. On continue. Je dis ce serait une vidéo longue, mais j'avais plein de sujets à partager. Maintenant, ce que je lis dans les médias, j'ai vu des choses passer il n'y a pas longtemps dans les médias spécialisés. La robotique humanoïde, c'est dans très longtemps, c'est dans des décennies. Oui, ChatGPT, et cetera, sont en train de faire bouger le marché du travail, mais c'est pas pareil dans le monde réel. OK. Depuis tout à l'heure, on a donné beaucoup d'exemples où ça me rappelle le déni, ça. Parce que, encore une fois, principe premier,
machine mécanique que je suis, qu'on est tous, cerveau biologique. Pourquoi un cerveau numérique et une machine, non pas biomécanique, excusez-moi, mais purement mécanique, électromécanique même, pour être précis, quoiqu'il y a peut-être un peu d'hydraulique, mais sur les gros robotiques, mais sur la robotique humanoïde, je vois pas trop pourquoi on mettrait de l'hydraulique. Je pense que ce sera principalement de l'électromécanique. Donc les électromécaniciens, je vous reconnaîtrai, big up à vous. Je pense que vous allez avoir du travail qui arrive, les électromécaniciens. J'ai étudié ça aussi. C'est très passionnant comme métier. Si vous l'êtes, vous comprenez ce que je dis, c'est passionnant. Surtout la partie miniaturisation. Je continue. Vous pensez qu'on est où dans la courbe de résistance au changement sur la robotique humanoïde? C'est pas est-ce que, c'est qui et quand. Et vous avez des dizaines, voire des centaines de startups qui y travaillent dans de nombreux pays, en Asie, aux États-Unis, je peux vous en citer plusieurs. Vous avez certainement vu passer des vidéos. Est-ce que ce sera 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans? Je ne sais pas. Mais je pense que ça peut arriver plus vite que ce que l'on pense, que l'inverse. Je ne sais pas qui sera le gagnant, et ça va m'amener du coup à mon autre partie de la vidéo, où on va parler un petit peu d'investissement. Déjà, le secteur de l'IA de façon générale. Ne jamais dire jamais, et comme je vous le disais, ça va arriver, mais je ne sais pas qui. Après, sur le court terme, il peut se passer absolument n'importe quoi. J'ai aucune idée d'où sera la bourse dans 6 mois, X, Y, Z entreprise. Par contre, sur le long terme, j'ai pas spécialement peur de rater le train. J'ai pas mal de lignes qui m'exposent à ça. Et d'ailleurs, même de façon générale, je pense qu'il y aura pas mal de gagnants. Et pensez à des ETF complets comme le Nasdaq 100. Vous avez plein d'entreprises positionnées. Surtout que dans l'IA, c'est beaucoup de force de frappe, beaucoup de cash flow à investir, parce que ça coûte vachement d'argent de faire tourner tous ces modèles. Et aussi qui est capable d'attirer les meilleurs talents, parce que là, il va falloir du talent, il va falloir des gens brillants. Et maintenant qu'on parle de LLM, donc les chats GPT du monde, de l'autonomie, de robotique, le gâteau va être énorme à se partager. Et je m'expose via les ETF évidemment, et aussi en direct. Google, qui a Waymo, qui a Gemini, qui a les serveurs de calcul en IA, Nvidia, ASML, dans les composants électroniques, j'en ai en portefeuille, Microsoft, Apple, et puis j'ai plein d'autres entreprises qui m'exposent à l'IA. Donc voilà, pour vous dire que j'avais pas peur de rater le train. Ce qui va amener du coup à la dernière partie de cette vidéo. Je voulais vous parler un petit peu de cette phrase que je vous dis souvent, ne pas trop avoir de certitude en bourse. Et je pourrais même essayer de dire avoir un petit peu d'humilité, mais pour cette partie-là, dur de se juger soi-même. Et je vais plutôt citer d'autres cas et des exemples. Parce que, évidemment, que c'est très dur de se combattre soi-même, d'être humble, de combattre sa certitude. C'est quelque chose que j'essaie de faire en permanence, mais personne n'est parfait. Un classique de l'humilité, je vais donner des exemples. Par exemple, c'est le CEO de Microsoft, Satya Nadella. Quand il a repris le business, par exemple, ils n'étaient pas trop dans le cloud et dans les revenus récurrents. Et surtout au niveau du cloud, il l'avait dit dans une interview, il a pivoté. Il a décidé de transformer Microsoft. Microsoft l'a un peu négligé au début, et aujourd'hui, c'est un des 3 géants du cloud, du serveur. Et l'humilité, en fait, c'est pas une faiblesse, c'est une force stratégique. Amazon aussi, vous savez, quand vous regardez tout le temps le nombre de choses qu'a tenté Amazon et où ils ont échoué, c'est la fameuse philosophie de Jeff Bezos où il dit tout le temps toujours comme si c'était le premier jour, en mode start-up. Le livre Bézonomique, hein, une pépite à lire. Même si c'est plutôt un livre de business, je pense que c'est très important pour les investisseurs parce qu'il y a plein de parallèles à faire. Pareil, en ce moment, on voit chez les développeurs de conduite autonome, ils sont, pour un bon nombre d'entre eux, en train de revenir sur ces fameux LiDAR qui allaient être indispensables pour une conduite autonome. Ils sont en train, pour un bon nombre, d'admettre que finalement, on va les enlever et on va passer avec des caméras et un réseau de neurones. Et c'est une sacrée preuve d'humilité et de non-certitude que de dire ok, bon, on pivote parce qu'a priori, l'autre technologie marche mieux. Bravo aux entreprises qui sont en train de faire le pivot. Parce qu'en fait, ils acceptent, ils se rendent compte. Et ça, c'est être agile dans le business. Et le monde des affaires, c'est impitoyable. Il faut être agile, il faut être rapide, particulièrement dans les industries qui sont confrontées à des disruptions majeures, comme le passage, je vous le disais, de la photo sur film à la photo numérique, ou les moteurs thermiques vers les moteurs électriques, et encore plus loin vers les nouveaux modes de transport avec l'autonomie, l'Internet dans les avions et dans l'espace ou dans les endroits ruraux. On ne va pas mettre une antenne qui est utilisée tous les 4 matins en plein milieu d'un champ où il n'y a jamais personne. On va peut-être essayer de passer par satellite dans le futur, etc., etc., etc. Et l'humilité en business, c'est une compétence de survie. Et vous allez voir, je vais vous citer des investisseurs très connus après qui l'ont dit bien mieux que moi. Une histoire, en fait, elle est jonchée de géants qui n'ont pas écouté, qui ont, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire méprisé, mais voilà, qui n'ont pas considéré les nouveaux venus.
Et ensuite, leurs empires se sont effondrés. Je vous en ai cité quelques-uns avant, on pourrait en citer d'autres. Et l'arrogance, ça aveugle un petit peu l'innovation quand même. Et c'est hyper dur, hein. Cette partie de la vidéo, vous avez vu, je suis plus calme parce que si c'était facile à dire, tout le monde le ferait. Et je suis le premier à faire des erreurs. Et avec YouTube, vous les voyez aussi. C'est OK. Tant qu'on a aussi la partie des gagnants et que surtout on les laisse faire. On va pas parler de stratégie d'investissement, ce sera pour une autre vidéo. L'humilité en investissement et les non-certitudes surtout. C'est-à-dire que moi, je me mets tout le temps en doute. C'est du coup l'humilité en investissement, en fait, c'est reconnaître qu'on peut avoir tort et en permanence essayer de contredire sa thèse. On en parlait l'autre jour dans le school, on parle beaucoup d'ailleurs dans la communauté, pour ceux qui veulent me rejoindre, vous allez en description. On prend des dossiers et on se dit, mais où est-ce qu'on a tort? Qu'est-ce qui va pas? Et moi, quand on me met un avis constructif, dans le respect des autres et tout, et qu'on me dit, tu as peut-être tort à cause de ça, ça, ça et ça, merci à vous, je vous remercie, c'est génial. Il faut continuer à faire ça. Et à l'inverse, quand tu as 5 ou 6, 7 personnes dans le déni, je me rappelle de situations comme ça où on me dit oui, c'est impossible la conduite autonome. Parce que Waymo est en train de le faire dans la rue, dans une autre partie du monde. Faut peut-être se poser la question qui est détaché de la réalité. Encore une fois, ce sera peut-être pas Waymo qui réussira, ce sera peut-être Tesla, ce sera peut-être une autre entreprise. Vous en avez plein d'autres entreprises qui se battent aux États-Unis, en Asie aussi beaucoup, qui essaient de faire de la conduite autonome. Même en Europe, il y en a certaines. On ne sait pas qui va gagner. Par contre, être dans le déni de dire que c'est pas possible, alors que nous, on conduit, encore une fois, avec notre cerveau biologique, avec notre réseau de neurones, et dire qu'un réseau de neurones électriques ne pourra pas le faire, d'un point de vue du principe premier, je ne peux pas recevoir cet argument. Alors c'est peut-être un peu cartésien, c'est peut-être une déformation professionnelle de mes études, du fait que j'aime les sciences, mais je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Donc c'est pas est-ce que, c'est qui et quand. J'aurais beaucoup répété ça, mais c'est très important. Au final, l'arrogance, je pense que ça vient, en fait, quand on est dans une position dominante, qu'on résiste au changement et là, ça mène souvent, à la délusion et au final, quand on est sur des ordres de magnitude, donc des technologies 10 fois meilleures et plus, Zero to One, le livre, c'est inévitable le changement et en fait, si on dénie, ça va mal se passer. C'est voilà, de l'arrogance peut naître, des empires qui s'effondrent et je finirai cette vidéo avec la petite phrase que j'ai notée. C'est Charlie Munger, qui repose en paix, qui disait ça dans une interview. Il disait, c'était en anglais, j'ai traduit, je dirais que la plus grande qualité de Buffett, donc Warren Buffett, c'est pas nécessairement l'intelligence, mais c'est l'humilité. Il est le plus grand investisseur de tous les temps et il est resté très humble. Et ça, c'est Charlie Munger qui parle et c'était des meilleurs amis. Et ils ont investi toute leur vie ensemble et Charlie Munger n'a pas à rougir. C'était aussi un très grand investisseur. Et je voulais finir sur cette phrase parce que c'est mon combat au quotidien. Je peux avoir raison, je peux avoir tort, mais je veux en permanence remettre tout ça en cause. Pour l'instant, le parcours se passe bien. En plus, ce qui est génial, c'est que j'ai tout enregistré sur YouTube. Maintenant, dans le school, je partage tout. Donc, ça me permet d'apprendre que j'ai raison ou tort, de progresser. Et voilà, je voulais vous faire cette vidéo hyper intéressante. Je l'ai mis longtemps à la préparer parce qu'elle me tenait à cœur. J'espère qu'elle vous aura intéressé en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.